Vous avez déjà vécu ce moment, un peu rageant. On place un stop loss, on est sûr de son analyse, Oui. le prix chute, il vient toucher le stop au millimètre près, et puis hop, il repart direct dans la direction qu'on avait prédite. Mais sans nous. Ah, ça sent le vécu. Si ça parle à nos auditeurs, c'est qu'ils ont été victimes d'une chasse au stop, un grand classique. Un rite de passage presque obligatoire, malheureusement. Et c'est exactement ce qu'on va mettre sur le grill aujourd'hui. L'idée, c'est pas juste de s'en plaindre, mais de vraiment le démonter pièce par pièce. De comprendre la mécanique derrière, exactement. On va plonger dans ce qui fait vraiment bouger les marchés, la liquidité. On va essayer de décoder les stratégies des gros joueurs, la fameuse smart money, et surtout, voir comment on peut utiliser ça pour ne plus être la cible. Et pour faire ça, on a une belle pile de documents. C'est assez varié d'ailleurs. On a un tutoriel très pointu sur la liquidité, des papiers de recherche sur le trading à haute fréquence, qui font un peu peur, je dois dire. Un peu, oui. On a aussi des guides techniques sur des outils assez poussés, et même des analyses de traders francophones, qui apportent une perspective, bien de chez nous. L'objectif, c'est de comprendre le manuel de jeu de ceux qui ont l'avantage pour pouvoir s'adapter. On y va. Avant même de parler de stratégie, il faut parler du terrain de jeu lui-même. Une de nos sources françaises le formule très bien, je trouve. La liquidité, c'est tout. C'est une bonne formule. C'est un peu abstrait comme concept, non? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est le carburant. C'est aussi simple que ça. Sans liquidité, un marché est gelé, rien ne bouge. La façon la plus simple de la sentir, au quotidien, c'est le fameux spread bid-ask. L'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Voilà. Si on peut acheter une action à 100 € et la revendre qu'à 99,90 dans la même seconde, l'écart de 20 centimes, c'est le coût de la liquidité. Plus il est faible, plus le marché est liquide. D'accord, donc le spread, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Mais comment on fait pour voir ce qui se passe sous l'eau? J'ai entendu parler du carnet d'ordre, les données niveau 2, c'est ça? C'est exactement ça. Le carnet d'ordre, en gros, c'est la liste de tous les ordres d'achat et de vente qui attendent d'être exécutés à des prix bien précis. Ça nous montre la profondeur du marché. On y voit les fameux murs d'ordre. Oui, des zones où beaucoup de gens veulent acheter ou vendre et qui vont agir comme des aimants ou au contraire comme des barrières pour le prix. Logiquement, on se dit, plus il y a de transactions, plus le volume est élevé, plus le carnet d'ordre doit être rempli et stable. C'est bien ça? Eh bien, c'est là qu'on tombe sur un paradoxe, assez fascinant, qui a été mis en lumière par une analyse du CME Group, la bourse de Chicago. Ah oui, Et ça va vraiment à l'encontre de toute intuition. Leur étude montre que dans les moments de très forte volatilité, quand tout le monde achète et vend frénétiquement, la profondeur visible du carnet d'ordre peut s'effondrer de près de 70%. attendez quoi? Et pendant ce temps, le volume des transactions, lui, peut exploser de presque 100%. Une seconde. Ça veut dire que plus ça s'agite, plus il y a d'argent qui change de main et moins il y a d'ordre visible en attente. C'est comme si en pleine heure de pointe sur l'autoroute, toutes les voies de sortie disparaissaient d'un coup. Ça n'a aucun sens. C'est complètement contre-intuitif, mais c'est la réalité des marchés modernes. Et la clé pour comprendre ça, c'est un acteur omniprésent, mais souvent invisible. Le trading à haute fréquence, le HFT. Les fameux algos. Voilà. En temps normal, ces algorithmes sont une bonne chose. Ils fournissent une énorme partie de la liquidité en plaçant des ordres partout, tout le temps. Ce qui resserre les spreads et réduit les coûts pour tout le monde. Mais on nous dit souvent que les HFT sont bénéfiques pour le marché, justement pour ça. Vous êtes en train de dire que c'est une sorte de service beau temps uniquement, que cette liquidité, en fait, elle n'est pas fiable. Vous mettez le doigt dessus. Les sources parlent de liquidité conditionnelle ou fragile. Ces algos sont programmés pour une seule chose, le profit sans risque. Donc à la moindre secousse, Au premier signe de stress ou d'incertitude, ils se retirent. Tous en même temps, en une fraction de seconde. Et ce retrait massif de liquidité, pile au moment où on en a le plus besoin, ça crée un vide. et ce vide peut transformer une petite baisse en... On a un véritable flash crash. Voilà. Le prix s'effondre de plusieurs pourcents en quelques secondes avant que tout revienne à la normale. La liquidité moderne est donc rapide, efficace, mais terriblement fragile. D'accord. Le terrain de jeu est donc beaucoup moins stable qu'il n'y paraît. Maintenant, venons-en au cœur du sujet, cette fameuse chasse au stop. Est-ce que c'est une stratégie délibérée ou juste un mythe de trader pour justifier une perte? Les sources sont unanimes, c'est bien réel. Et c'est une stratégie parfaitement logique de leur point de vue. Il faut se mettre dans la peau d'un fonds d'investissement qui doit acheter, disons, pour 500 millions d'euros d'actions. D'accord. Il ne peut pas juste appuyer sur un bouton « Acheter ». Un ordre de cette taille ferait immédiatement flamber le prix contre lui.
Il se retrouverait à acheter de plus en plus cher, ce qui ruinerait sa performance. Il lui faut donc une contrepartie. Il a besoin de trouver des gens qui sont prêts à lui vendre 500 millions d'euros au même moment sans qu'il ait à faire monter les prix. Voilà. Et où trouve-t-on des vendeurs forcés? Des gens qui n'ont pas le choix de vendre et en grande quantité. Là où sont les stops? Précisément. Là où des milliers de traders particuliers ont placé leurs ordres stop-loss. Un stop-loss, une fois qu'il est touché, il devient un ordre de vente au marché. Il vend, peu importe le prix. C'est une vente agressive. Donc, un paquet de stop-loss regroupés sous un niveau de prix important, c'est comme un buffet à volonté de liquidité pour une institution qui veut acheter. C'est une bonne image, oui. Il ne vise pas mon stop personnel, mais la zone où des milliers de stops comme le mien sont concentrés. C'est exactement ça. Je me souviens d'une conversation avec un trader institutionnel qui me disait « On ne chasse pas les stops des gens, on chasse leur prévisibilité ». Ah, c'est bien dit ça. Si 90% des manuels de trading disent de mettre un stop ici, alors c'est là qu'on va faire nos courses. Ils ne le font pas par méchanceté, mais parce que c'est la manière la plus efficace pour eux de faire leur travail. En fait, ils n'ont pas le choix, c'est comme ça que leur business fonctionne. Ok, on a compris le pourquoi. Mais la question à 1 million, c'est où est-ce qu'ils les trouvent, cette liquidité? Ils ne cherchent pas au hasard, j'imagine. C'est là que cette idée de smart money concept devient intéressante, non? Tout à fait. Le SMC, ce n'est pas tant une méthode miracle qu'une grille de lecture. C'est une façon de penser comme eux et d'identifier les zones où la liquidité va naturellement s'accumuler. Et ces zones sont, par définition, les plus évidentes. Exactement. Derrière les derniers plus hauts ou plus bas visibles sur un graphique. Derrière les doubles sommets ou doubles creux. Ces niveaux parfaits que le prix a touchés 2 fois sans les casser. C'est un véritable aimant à stops. Et j'ai lu dans une des sources un truc qui m'a vraiment interpellée. Même les figures qu'on apprend dans tous les livres, comme le rectangle de consolidation, peuvent devenir des pièges. Oui, On nous apprend à acheter dès que le prix casse la résistance du rectangle. exactement. Alors que la smart money sait pertinemment qu'une énorme quantité de stops d'acheteurs se trouve juste en dessous du support de ce même rectangle. Ah d'accord, je vois le piège. Le scénario classique, c'est de voir le prix faire une fausse cassure vers le bas, d'abord. Ça déclenche tous ces stops, ce qui crée une vague de vente. Et les institutions se servent de cette vague pour remplir leurs énormes ordres d'achat à bon prix. Et une fois leur course terminée, Le prix s'inverse violemment et part dans la direction initialement prévue, la hausse, laissant tout le monde sur le carreau. C'est ce qu'on appelle un balayage de liquidité. le fameux head fake, c'est diabolique. On piège les acheteurs en déclenchant leur stop et on piège en même temps ceux qui ont cru à la fausse cassure baissière. Ça fonctionne à tous les coups parce que c'est basé sur notre propre psychologie. Sur la peur qui nous pousse tous à mettre nos stops aux mêmes endroits logiques. Absolument. Comme le souligne l'auteur Mark Douglas, la plupart des traders placent leur stop de manière émotionnelle, pas structurelle. Et cette prévisibilité, c'est le fonds de commerce des institutions. Ça donne l'impression de jouer au poker contre quelqu'un qui peut voir nos cartes. Comment on peut, à notre échelle, avoir ne serait-ce qu'un aperçu de leur jeu? Les graphiques classiques en chandelier ne suffisent plus, j'imagine. Non, c'est le défi. Et la réponse se trouve dans des outils qui analysent le volume et les flux d'ordre. Le premier, le plus fondamental, c'est le profil de volume. D'accord. Imaginez le volume classique, la petite barre en bas du graphique. C'est le trafic sur une autoroute. Ça dit combien de voitures sont passées chaque heure. C'est utile. Mais le profil de volume, c'est comme une carte thermique des parkings de la ville. Ah, j'aime bien l'image. Ça montre où les voitures se sont arrêtées, où l'activité a vraiment eu lieu. Il ne montre pas le volume par temps, mais par niveau de prix. Ah, d'accord, c'est beaucoup plus clair. Il nous dit où les grosses batailles se sont déroulées. Et dans cette carte thermique, il y a des zones plus chaudes que d'autres, c'est ça? J'ai vu les termes POC, HVN, LVN. Exactement. Le Point of Control, ou POC, c'est le point le plus chaud de la carte, le niveau de prix où le plus grand volume a été échangé. C'est le juste prix sur lequel le marché s'est accordé. Une zone d'équilibre qui agit comme un aimant. Et les HVN? Les High Volume Nodes, ce sont les zones de forte congestion, les gros parkings. Ce sont des zones où beaucoup d'échanges ont eu lieu, ce qui en fait de solides niveaux de support ou de résistance. Et à l'inverse, il y a les Low Volume Nodes, les LVN. Si je suis la logique, ce sont les zones désertes sur la carte. C'est ça. Les LVN sont des vides de liquidité. Le prix a traversé ces zones très vite, sans y faire de transaction. C'est comme un couteau dans du beurre.
Et c'est dangereux, j'imagine. C'est crucial pour notre sujet. Placer un stop-loss dans un LVN, c'est probablement l'une des pires erreurs possibles. S'il est touché, il n'y a rien pour freiner la chute. Ok. Donc le profil de volume nous donne la carte du territoire, le où. Il montre les zones de danger et les zones de sécurité, mais ça ne nous dit pas quand une manipulation est en train de se produire. Comment on détecte ça en direct? Pour ça, il nous faut un autre outil, le Cumulative Volume Delta, ou CVD. CVD. Pour faire simple, le CVD, c'est comme un score de match en temps réel entre deux équipes, les acheteurs impatients et les vendeurs pressés, ceux qui prennent le prix au marché. Voilà. Ceux qui sont si pressés qu'ils ne négocient pas. Si le score CVD monte, ça veut dire que l'équipe des acheteurs est à l'offensive et marque plus de points. Et j'imagine que ce n'est pas le score lui-même qui est intéressant, mais l'écart entre le score et ce qui se passe sur le terrain, le prix. C'est ça, la fameuse divergence. C'est là que la magie opère. Une divergence de CVD, c'est le signal le plus puissant. Prenons une divergence baissière. Le prix fait un nouveau plus haut. Il casse le sommet précédent. Tout le monde pense que c'est parti pour la Lune. Voilà. Mais en même temps, le CVD, notre tableau de score, lui, n'arrive pas à faire un nouveau plus haut. Il stagne ou même il baisse. C'est l'équivalent de voir un sprinter s'élancer pour battre un record, mais de s'apercevoir que ses jambes ne bougent quasiment plus. Le mouvement de prix continue, mais le carburant, l'agressivité des acheteurs a disparu. C'est ce décalage qui est la clé. C'est une excellente analogie. Cette divergence nous dit que la poussée haussière est un leurre. Les quelques acheteurs agressifs qui restent sont en train de se faire absorber par un mur invisible d'ordre de vente passif. Probablement institutionnel. Très probablement. Et c'est souvent la signature d'un balayage de liquidité. Le prix monte juste assez pour chasser les stops des vendeurs, les institutions en profitent pour vendre massivement dans cette panique, et la divergence de CVD nous le montre en direct. C'est un signal de retournement imminent. Donc, si je résume pour être sûr de bien comprendre, on utilise le profil de volume pour identifier le champ de bataille, les zones de forte liquidité comme les HVN. Oui. Et ensuite, on utilise le CVD comme un radar pour détecter le bluff, le moment où le mouvement de prix n'est plus soutenu par une réelle pression. Si on voit une divergence de CVD se former pile sur un gros HVN, C'est un signal d'alerte maximale. Vous avez parfaitement synthétisé la stratégie. C'est la combinaison de ces deux vues qui permet de passer d'une lecture de surface à une compréhension en profondeur de la structure du marché. mon esprit est un peu retourné là. Avec toutes ces informations, où est-ce qu'on est censé mettre un stop-loss maintenant? On a l'impression qu'aucun endroit n'est vraiment sûr. L'objectif n'est pas de trouver un endroit sûr où le stop ne sera jamais touché. La perte fait partie du métier. C'est vrai. L'objectif est de le placer de manière logique et non plus prévisible. La première approche, issue du SMC, est de le placer à un niveau qui invalide votre idée de départ. C'est-à-dire? Par exemple, si on vend après avoir vu une belle divergence baissière sur un HV1, la thèse, c'est que les gros défendent ce niveau. Le stop doit donc se placer juste au-dessus du point le plus haut de cette manipulation. Si le prix y retourne, c'est que l'analyse était fausse, point. C'est un changement de perspective complet. On ne base plus son stop sur « je ne veux pas perdre plus de 50 €, mais sur « à ce prix-là, mon scénario est faux ». Et il y a d'autres approches. Oui, il y a les stops basés sur la volatilité, comme l'average true range, l'ATR. L'idée est de donner assez d'air à sa position pour qu'elle ne soit pas sortie par le bruit normal du marché. L'ATR calcule la volatilité moyenne et aide à placer le stop en dehors de cette zone de bruit. Et le stop mental? Le stop invisible, ça consiste à ne pas placer d'ordre physique dans le carnet, pour ne pas apparaître sur les radars des algos. On sait à quel prix on sort, mais l'ordre n'existe pas. Attention, hein. Ça demande une discipline de fer. Absolument. Sans le filet de sécurité d'un ordre réel, la tentation de laisser courir un peu sa perte est immense. C'est réservé aux traders très expérimentés. Toutes ces techniques sont intéressantes, mais on dirait que le vrai changement, finalement, il est dans la tête. C'est le point fondamental. L'une des sources cite Mark Douglas, qui a une phrase très forte à ce sujet. Il dit qu'une perte en trading n'est pas un échec, c'est un coût d'exploitation. Comme un commerçant qui paye son loyer. Exactement. C'est le prix à payer pour faire des affaires sur le marché. Quand on intègre vraiment cette idée, on arrête de placer des stops basés sur la peur et on commence à les placer de manière objective. Et c'est là qu'on sort du cycle. La grande idée à retenir de tout ça pour moi, c'est que le marché n'est pas un chaos aléatoire. Il y a une structure cachée, une mécanique interne qui est dictée par cette recherche impitoyable de liquidité.
Et une fois qu'on a compris le manuel de jeu des grands acteurs, on change de rôle. On n'est plus la proie quasi systématique, mais un observateur qui peut anticiper leurs mouvements. Et parfois, pourquoi pas, surfer la vague qu'ils créent. En somme, il faut arrêter de placer des stops basés sur des règles arbitraires ou sur l'émotion et commencer à les baser sur la structure réelle du marché. C'est passer d'une gestion de risque réactive à une gestion stratégique. Et pour finir, je voudrais laisser une question en suspens. Nos sources ont bien montré comment les algorithmes HFT créent une liquidité fragile en se retirant en cas de stress. Oui. Maintenant, avec la montée en puissance de l'IA et du machine learning dans le trading, à quoi pourrait ressembler la prochaine évolution de cette liquidité conditionnelle? Où voulez-vous en venir? Peut-on imaginer de futurs algorithmes capables non pas de se retirer, mais de fournir de la liquidité de manière sélective durant une crise pour leur propre avantage, créant des pièges encore plus complexes et dynamiques pour le trader non averti? Ça donne le vertige. Le champ de bataille de demain risque d'être encore plus sophistiqué. De quoi nous donner matière à réfléchir.